et j'aimerais déjà vous remercier pour votre présence et nous sommes très heureux donc de vous accueillir ce soir pour ce premier numéro. Et il s'agit donc d'un rendez-vous mensuel pour explorer l'univers de la technologie au Togo. Et comme vous le savez, le principe du Barcamp, c'est qu'il n'y a pas de spectateurs et tout le monde est participant. Et pour ce premier numéro, nous allons essayer de voir un peu le parcours des applications dédiées au marché togolais. Il n'y a pas longtemps, on a assisté à l'émergence d'une kyrielle d'applications et malheureusement, certaines ont disparu sans qu'on ne comprenne comment cela est arrivé. Et donc, le constat est que le cycle de vie des applications togolaises est très court et cela soulève quelques interrogations, notamment en quoi développer une application et connaître la culture du marché sont-ils liés et quelles sont les sources d'inspiration des développeurs d'applications au Togo et quels sont les modèles, outils et philosophiques pour un développeur togolais et surtout un élément très important qui donne une ouverture sur la situation dans laquelle nous vivons actuellement. Quel roadmap pour faire face donc à la situation liée à la pandémie de la COVID-19 avec la demande en termes d'outils à distance, en termes d'applications est très forte. Voilà un peu autant de questions qui feront l'objet de débats ce soir et débat qui sera donc dirigé par Monsieur Abel Elicha, que j'invite déjà à prendre le lead pour pouvoir introduire nos panélistes et à conduire le débat. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Noël, toujours avec une voix très charmante. J'espère que vous me recevez. Donc, comme Elicha, ici, je vais sans tarder essayer de couvrir les thématiques. On va parler de divertissement, de fintech et d'éducation, mais digitalement. Nos speakers aujourd'hui, il s'agit d'Israël Aboche, qui est un designer UI et UX basé à Paris. C'est aussi un product designer et cofondateur de la startup Wola. Nous avons qui va nous parler bien sûr de Nkelo App, donc une application togolaise orientée divertissement. Nous avons également Eric Punchokani, qui est data analyst, développeur, officiellement basé au Togo, et qui est consultant C# actuellement, qui est un langage de programmation Microsoft, en temps partiel pour CIS Togo, donc un cabinet de prestations informatiques, je pense bien. Donc, il va nous parler de NAM Crédit, sur lequel il a travaillé personnellement. Ensuite, nous allons parler éducation avec Jean-Pascal Mewenemesse, qui est un DevOps, donc développeur opérationnel, qui va partager avec nous, au-delà de son application, du parcours de PABAC, qui est une application dédiée donc aux élèves, qui va nous partager également sa perspective du cloud computing et du développement d'applications. Il est basé à Paris, il est développeur logiciel aussi, en plus d'être développeur opérationnel, donc il connaît aussi l'opérationnel. Et c'est un Scrum Master. Donc, pour les initiés, c'est le Scrum, c'est une méthode agile qui permet de collaborer donc, entre opérationnels et développeurs pour délivrer assez rapidement et de façon assez stable des applications online. Donc, voilà pour l'introduction. Donc, si vous le permettez bien, donc je vais donner la parole donc à mon premier speaker, qui est Israël Agbouche. Israël, tu es en ligne? Oui, allô, je suis là. Bonsoir. Voilà. Merci, bonsoir. À toi. D'accord. Alors, je me jette dans le... Oui, donc comme je disais, tu as travaillé sur une Nkelo App. Donc, parle-nous un peu de
de ton expérience et d'où t'est venue l'idée, le besoin de créer une app orientée divertissement? Pourquoi le divertissement? D'accord. Alors, je me présente, je suis Israël Gauthier, je suis UX designer et développeur d'applications de formation, UX designer depuis quelques années. Je peux faire dire, j'ai été entrepreneur. J'ai été entrepreneur parce que je fais une pause pour l'instant. J'ai été entrepreneur pendant quelques années. Je fais une pause actuellement. Et donc, et justement, pendant ces années-là, j'ai lancé avec des amis, des collaborateurs, j'ai lancé cette application-là qui s'appelait Nkelo. Alors, Nkelo, c'est quoi? C'est un agrégateur d'événements. En gros, c'est une application qui va vous permettre, en fait, de trouver des événements qui sont en phase avec vos centres d'intérêt dans une zone donnée. Donc, si vous vivez au Togo, à Lomé, que vous souhaitez savoir ce qui se passe, par exemple, ce qu'il y a comme événement en lien avec la nourriture, la gastronomie à Lomé, Nkelo va vous permettre d'être au contact de tout ce qu'il y a comme événement, toutes les rencontres, en gros, tout ce qui va pouvoir vous intéresser en termes avec cette thématique-là, qui est celle de trucs-là de la gastronomie. Donc, c'était un peu ça le principe de Nkelo. Et nous avons lancé cette application en 2015. Donc, la première version a vu le jour en 2015. Et à l'époque, il faut avouer que c'était, on va dire qu'il n'y avait pratiquement pas d'application. Il n'y avait pratiquement pas d'application au truc là, au Togo. L'application mobile en tout cas. Et ça faisait figure d'exception. Donc, on a lancé un truc qui, pour nous, au départ, c'était surtout la volonté de proposer quelque chose. Il y avait une double volonté. On était des étudiants en informatique. Donc, il y avait cette première volonté de lancer quelque chose qui est en phase avec ce que nous apprenons à l'école. Et de l'autre côté, il y avait ce besoin-là qu'on avait identifié, qui était le fait qu'il y avait un certain nombre d'événements qui se produisaient. La vie culturelle togolaise avait commencé à foisonner. La jeunesse togolaise avait soif d'événements, avait soif de sorties et tout ça. Les choses s'organisaient. Il y avait différents promoteurs culturels qui organisaient des événements, mais on n'avait pas toujours l'information. Parfois, on découvrait tardivement qu'il y avait eu un truc assez intéressant, peut-être à 300 mètres de chez soi, dans son quartier, à quelques pas de sa maison, et on le découvrait que plus tard. Donc, on passait comme ça, côté d'un tas d'événements. Ça pénalisait et les promoteurs culturels et les gens qui étaient intéressés par ces événements-là. Donc, on a décidé de développer cette application-là pour faire matcher, on va dire ça ainsi, pour faire matcher les événements avec les gens qui s'intéressent. Donc, c'est un peu ça pour présenter rapidement, dans un premier temps, Nkelo. Alors, donc, merci Israël. On a encore quelques minutes à te dédier. Dis-moi, vous avez travaillé à la sortie du cycle universitaire. Vous étiez combien? Comment s'est passée la collaboration? Quels étaient vos challenges? Alors, nous étions, je n'ai plus le compte exact parce qu'il y a eu du monde, il y a eu des gens avec qui on a commencé. C'est une aventure qui a quand même duré à peu près 3 ans. On a commencé avec on va dire les membres originels de l'équipe. Certains sont partis, certains sont restés, des gens nous ont rejoints en cours de route. Mais on a toujours été, je pense, en moyenne autour de 8 personnes, donc essentiellement des développeurs. Et voilà, essentiellement les développeurs, je pense. On était tous des développeurs. Donc, c'était quoi l'autre question déjà? Oui. C'était quoi les challenges? Est-ce que vous vous êtes senti écouté par les professionnels du showbiz, vous- votre clientèle, votre target? Comment quelle était votre frustration, les obstacles, vos réussites? Est-ce que, est-ce que tu te rappelles, est-ce que vous partagez avec, tu voudrais peut-être Oui. emprunter le même chemin dans le domaine du divertissement, par exemple? D'accord. D'accord. Alors, pour commencer, comme je l'ai dit, nous étions des étudiants. Nous apprenions des choses et nous voulions les mettre en pratique. Donc, Nkelo a été, on va dire, une sorte d'exercice pratique grand public, comme le dit Maïline. On apprenait, on testait et le public était on va dire, notre salle notre laboratoire.
Donc, face à ça, déjà, on était limité en termes de compétences parce que déjà, non seulement on était en train d'apprendre des choses qu'on testait, mais nous étions perfectionnistes. Donc, on voulait faire quelque chose de bien, on ne voulait pas faire quelque chose qui soit moyen. On voulait faire quelque chose qui soit vraiment excellent, qui plaise au public et qui sorte du lot de ce que les gens avaient vu jusqu'ici. En tout cas, pour le marché africain, pour le marché togolais. Nous ne voulions pas faire une application qui soit qui joue dans la même catégorie que ce qu'on voyait à l'époque en Afrique. En 2015, quand même, il faut avouer que les applications développées par des Africains ne payaient pas de mine. On va dire ça comme ça, ne payaient pas de mine. Et on voulait développer une application qui aurait de la gueule, qui aurait le même rendu, le même look and feel qu'une application qui aurait été développée aux États-Unis, par exemple. Donc, ça, c'était le premier challenge qu'on avait. Et face à ce challenge-là, on avait nos mêmes compétences. Le fait que nous apprenions des choses que nous ne les maîtrisions pas forcément et que nous voulions quand même avoir à mettre en place quelque chose qui était vraiment pointu. Donc, je pense que ça a été l'un des principaux challenges que nous avons eu. Ça a été probablement l'une des principales difficultés que nous avons rencontrées. Et il faut aussi dire que le marché, le showbiz togolais, si on peut l'appeler comme ça, à l'époque n'était pas forcément prêt à jouer avec des acteurs qui n'étaient pas du showbiz, donc des acteurs qui étaient des développeurs, qui n'avaient pas de compétences dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là. Voilà. Dans ce milieu-là. Dis-moi, Israël. Pas mal d'éléments sur lesquels je reviendrai au fur et à mesure, mais je pense qu'on peut déjà partir sur cette base-là comme difficulté. D'accord. Dis-moi, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé revenu, vous avez dit, on a quelque chose de stable. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont téléchargé des applications et que vous avez dit, on peut se faire de l'argent dessus. Comment ça s'est passé côté je veux dire, bénéfice D'accord. de l'effort fourni, oui. Okay. Alors, même en tant qu'étudiant, bien sûr, je sais qu'en tant qu'étudiant, on est souvent sur le carreau, donc. Effectivement. Alors, on a lancé une première version. C'est la version, d'ailleurs, je pense que c'est la seule version que le public connaît parce que nous avions travaillé ensuite une seconde version qui n'a jamais vu le jour, qui n'a jamais été, quoiqu'elle était pratiquement prête, elle n'a jamais vu le jour. Donc, la première version que nous avons lancée de Nickel, effectivement, c'était en novembre 2015 et nous avons lancé publiquement. Elle a été téléchargée à peu près de 2000 fois et elle a suscité pas mal d'engouement. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont été intéressés. On a reçu beaucoup de commentaires. Ça nous a propulsé, j'ai envie de dire, ça nous a propulsé sur la scène entrepreneuriale ouest africaine. Et d'ailleurs, par la suite, on a eu des distinctions par rapport à ça. Mais en gros, effectivement, au départ, comme je l'ai dit, on n'a pas pensé tout de suite à se faire de l'argent. En réalité, on ne s'est pas posé, on s'est dit, OK, on a ce produit-là, nous voulons développer ce produit et nous voulons faire de l'argent avec ce produit. Ce n'était pas vraiment la réflexion sur laquelle nous sommes partis. Nous sommes partis avec la réflexion on veut réaliser quelque chose qui rendrait service aux gens. Donc, c'était vraiment, avant tout, réaliser un produit qui rendrait service aux gens. Donc, on n'a même pas pensé, on n'avait pas du tout la mentalité capitaliste là, qui nous aurait permis en fait d'élaborer un modèle économique. Je pense même que quand on commençait, on ne savait même pas ce que c'était qu'un business plan ou bien un business model. On voulait juste faire quelque chose. Donc, et très vite, ça nous a rattrapé. Donc, c'est une réalité qui nous a rattrapé très rapidement. Parce qu'on s'est rendu compte que même pour une application gratuite, parce qu'elle était gratuite, pour qu'une application gratuite puisse se pérenniser dans le temps, il fallait qu'elle soit même ne serait-ce qu'en mesure de s'autofinancer. Et donc, au départ, c'était de l'argent qui sortait de nos poches. On se cotisait pour payer les trucs comme les frais de serveur. Déjà, on faisait le développement soi-même, nous-mêmes. Donc, de ce côté, on n'avait pas de problème. Et après, il fallait héberger. Il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait faire. Et après, il fallait communiquer. Et heureusement, j'en profite pour dire un grand merci justement à des gens sur lesquels on a réellement pu compter à cette époque-là, notamment Ulrich Chadaé et son équipe chez Live Your Dream, qui nous ont été d'une aide précieuse quand il a fallu communiquer sur cette application-là parce qu'on n'avait pas un sou en poche. Nous étions des étudiants fauchés qui avaient envie de réaliser quelque chose pour le grand public sans avoir forcément pensé à la façon dont on allait rentabiliser même ce produit-là. Donc,
on a eu ce problème-là, on a eu cette difficulté-là qui était celle de n'avoir pas pensé à un modèle économique au départ et donc de n'avoir pas su comment permettre à une application comme Nkelo de générer de l'argent ne serait-ce que pour s'autofinancer. D'accord, d'accord. Il nous reste moins de 2 minutes. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, est-ce que Nkelo, c'est une fierté pour toi? Est-ce que tu serais prêt à reprendre peut-être avec d'autres contributeurs ce projet-là qui est pour toi un bébé? Moins de 2 minutes, Alors, désolé. alors franchement, c'est la première question qui est celle de est-ce que c'est un projet qui est une fierté pour moi? Effectivement, c'est totalement une fierté pour moi et pour toutes les personnes avec lesquelles on a travaillé, que ce soit l'équipe en interne comme l'équipe en externe, les gens avec qui nous avons collaboré. Je pense que c'est une fierté pour nous parce que on est parti d'une idée, on voulait faire quelque chose. On a prouvé que ce projet-là, ce produit-là pouvait marcher. On a rencontré un public qui était enthousiaste. Et dans la foulée, on a appris énormément. On a appris énormément. Ce projet nous a ouvert des portes, notamment celui du Jamba Tech Lab. Ce programme-là, cofinancé par le CETIC Dakar, l'incubateur le plus gros de la sous-région ouest africaine. Donc, et ce programme-là, financé par cet incubateur, la Banque mondiale, on a été sélectionné par ce programme-là. Ça nous a fait voyager, ça nous a fait rencontrer d'autres entrepreneurs africains, ça nous a fait rencontrer des mentors, ça nous a fait apprendre énormément. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est clairement pour moi une fierté d'avoir travaillé sur ce projet-là, de l'avoir porté à bout de bras avec les autres membres de l'équipe pendant un certain temps. Et si on a arrêté, voilà. Si on a arrêté à un moment donné, je pense que c'est surtout parce qu'on était essoufflé. À un moment donné, on était essoufflé parce qu'on avait nos vies, on était des étudiants encore une fois, il y avait la contrainte de trouver un travail, il y avait la contrainte de finir ses études, il y avait un certain nombre de contraintes qu'on avait, nos vies quotidiennes, nous vivons post-études où on peut se permettre de se concentrer sur un projet, de le mener jusqu'à bout sans forcément avoir pensé à la façon de comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on se nourrit. À un moment donné, la réalité de notre j'ai envie de dire, de notre continent nous a rattrapés. Il fallait être en mesure de se prendre en charge. Donc, les gens, on va dire qu'au sein de l'équipe, la passion s'est un peu essoufflée et on a commencé par se concentrer sur des éléments qui étaient un peu plus, j'ai envie de dire, plus touchy pour nous. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a à un moment donné dû arrêter le développement de Nkelo. Quoi qu'on était sur une bonne lancée, on avait une deuxième version, comme j'ai dit, que le public n'a jamais connue, qui était franchement très intéressante, mais qui n'a jamais été lancée. Très bien. C'est très clair. Merci beaucoup, Israël, pour ce partage très instructif, surtout en ce qui concerne le modèle économique et je veux dire, les pierres d'achoppement que vous avez connues. C'est très instructif. Nous reviendrons avec les questions des participants. Nous allons parler maintenant finance, nous allons parler data, nous allons parler analyse. Je vais passer la parole à Eric Pujo-Kani pour faire le même exercice. NAM Crédit, dans le domaine de FinTech actuellement, nous connaissons beaucoup d'autres noms, je ne vais pas les citer, mais je suis intéressé de savoir quel est la plus-value de NAM Crédit. Eric, tu es en ligne? Oui, je suis en ligne. Je ne sais pas si vous me recevez. D'accord. 5 sur 5. Cool. Donc, bon, merci pour la parole. Merci. Vas-y, je t'en prie. Bon, c'est Eric Kani, comme dit dans la présentation tout de suite. Je vais vous parler un peu de NAM Crédit. NAM Crédit était un projet dont l'idée était née en 2014. Nous avons essayé de travailler là-dessus. On a essayé de faire une application web au début. Et c'était sorti en début 2015. C'était notre projet en début 2015. NAM Crédit avait quoi comme objectif? C'était de permettre d'acheter du crédit de communication, Togocel, Move, Togo Telecom, tout en étant à l'extérieur du pays.
c'est-à-dire via ton compte PayPal ou bien ta carte de crédit. Donc, à la base, c'était ce qu'il y avait. Donc, on a traîné Nam Crédit pendant des années. Et comme toi-même, tu viens de le dire, en domaine de FinTech au Togo, il y a des applications. Donc, comme on était là, tout au début, on l'avait fait juste pour dire la vérité, on l'avait fait. Et on était en fin de formation. On était en fin de formation, on travaillait, certes, mais c'était beaucoup plus lié. On a fait la pub que dans nos groupes, ceux qui nous connaissent, pas forcément en grand public, en grand pompe. Donc là, on avait vu déjà qu'il y avait des concurrents qui venaient sur le marché. Donc là, on a réfléchi pour apporter quelque chose de nouveau. On a décidé de sortir une deuxième version. Surtout pour les utilisateurs qui nous demandaient, mettez le mobile money. On a envie d'envoyer du mobile money à nos frères et sœurs ici. Parce qu'il y avait un avantage, lorsque tu envoies, tu peux envoyer le mobile money sans forcément utiliser ta pièce d'identité. C'est la force aussi du mobile money. Donc, c'est cette ligne que nous avons sorti la version 2 de Nam Crédit. Et puis, nous avons ajouté 2 fonctionnalités phares. Dans un premier temps, nous avons ajouté le mobile money. Tu peux envoyer du mobile money à travers ta carte de crédit. En parenthèse, nous avons quitté PayPal, mais nous allons revenir après sur le pourquoi on a quitté PayPal. Donc, à travers ta carte de crédit, tu envoies le mobile money, du T-Money, du Flows, tout en étant au Bénin, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis. Tu envoies vers le Togo. Donc, ça, c'était la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, nous avons introduit, si on peut l'appeler ainsi, l'interopérabilité. Et ça, ce n'était destiné qu'aux habitants du Togo. Si tu avais du T-Money et que tu voulais du crédit Move ou bien du forfait Move, tu pouvais le faire à travers notre plateforme. Et ainsi, si tu avais du Flows, que tu vas envoyer du T-Money à quelqu'un, vice-versa, tu pouvais le faire sur notre plateforme. Donc, c'est ça un peu en quoi consiste Nam Crédit au fond. La version 2, nous l'avons sortie en 2018. D'accord, parfait. Donc, je suppose donc que Nam Crédit fait toujours son chemin. Est-ce que la question qui vient, est-ce que vous avez essayé de sonder le marché? Comment s'est fait l'évaluation? Est-ce que, pour reprendre un peu Noël, côté culturel, est-ce que ça vous a intéressé de savoir si aussi bien à l'international, la diaspora et au niveau local, est-ce que vous avez essayé de voir l'engouement que ça donnera une telle application et dans un deuxième temps, les challenges face à la concurrence? Comment ça s'est passé? Ok. Bon, avant la mise en place du projet 2014-2015, le projet même était né à travers une idée. Si tu appelais de la France au Togo, ça coûtait plus cher si tu faisais l'inverse. Donc, on avait dit, mais bon, il y avait un de nous, il y avait 2 d'entre nous qui étaient partis en France. Ils ont fait le constat parce qu'ils n'arrivaient pas à nous appeler. Mais on ne pouvait pas appeler, mais c'est cher, c'est cher. Et à l'époque, je pense que WhatsApp n'était pas encore. WhatsApp venait, je pense que WhatsApp n'était pas trop en vogue à l'époque pour passer les appels via WhatsApp. Donc, avant, on n'avait vraiment pas étudié, on avait juste l'idée, puis on a essayé de mettre en place. Maintenant, vu qu'on avait constaté qu'il y avait un marché derrière, mais vous connaissez la population togolaise, ce n'est pas parce que eux, ils vont nous prendre des frais, on prend des pourcentages, mais ils ne vont pas accepter qu'on les affecte beaucoup de pourcentages. Peut-être qu'ils vont envoyer 4 500 à quelqu'un, on nous dit de payer 5 000, les gens seront réticents. Donc, on a laissé les pourcentages de façon vraiment basique, quoi. C'est pas trop cher. Et après, c'est après qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un peu de soi à travers Nam Crédit. Les challenges qu'on allait. C'est vrai que dès qu'on avait commencé, il n'y avait pas de concurrent. Mais après, il y a eu des concurrents. Je ne vais pas citer le nom, si je vais faire la publicité du concurrent. Je ne vais pas citer le nom, il y a eu des concurrents. Bon, on s'est vu, souvent on s'est vu, parce que je pense qu'en 2016-2017, il y avait des concours et puis on avait eu des invitations à participer à certains concours à Abidjan. Je pense qu'il y avait un autre aussi en Chine, un truc comme ça. Voilà. Donc, on se voyait en tant que Togolais, on discutait. C'est vrai que tout au début, ça n'a pas été facile parce que c'est comme si l'autre prenait le marché d'un autre, mais après, personne n'a le monopole. Personne n'a le monopole. Si tu proposes quelque chose de bien, les autres vont le prendre. D'accord. C'était un peu ça. D'accord, d'accord. Dis-moi, la
collaboration, vous étiez combien? Est-ce que c'est facile de développer en fintech? Est-ce que c'est facile de créer NamCredit? Pour vous dire la vérité, franchement, c'était facile, sans langue de bois, parce que nous, on était des développeurs. Toute l'équipe était que des développeurs. Et puis, on a la chance d'entre nous d'avoir des personnes qui ont déjà l'expérience comment je vais le dire, l'expérience télécom, quoi. Il y avait l'expérience télécom. Donc, au fond, l'idée, on l'avait et on l'a mis en place. Et c'est vrai qu'il y avait tout le monde avait ses préoccupations, mais au fond, pour être dans le sérieux du travail, on n'a pas eu trop de soucis techniques. Là où on avait le souci, on a cherché la solution. Au fond, tout s'est bien passé entre nous. Le nombre de en fait, c'était un groupe d'école. Hein, c'était un groupe d'école. On a tout fait l'université. À chaque fois, on se réunit. Ça tombe bien. En fait, il y avait deux groupes concurrents. Deux groupes concurrents à l'école. À chaque fois, on faisait les concours de programmation, etc. Il y avait le groupe normal s'appelle LaboSoft. C'est le produit qui s'appelle NamCredit. Et le groupe concurrent, c'est Opera-F6. C'est lui qui a développé Opera-Bac. C'est lui qui va passer après moi. Donc, toujours comme ça, on n'a vraiment pas eu de soucis. Hein. Mais on a eu d'autres soucis ailleurs. Je suppose que tu vas me poser la question. Bien sûr, vas-y, sens-toi libre. C'est quoi on est intéressé. On a eu les blocages, ouais. Voilà, on a eu des soucis hors l'équipe NamCredit. Hors l'équipe NamCredit, il va peut-être commencer juste après le lancement de la version 2. On a vraiment eu des soucis parce qu'avant le lancement, nous avons essayé de faire la pub, des trucs sponsorisés sur Facebook. On a fait des décomptes, je pense, de 5 jours, 5 millions de jours avant le lancement. Donc, les gens voient maintenant l'Internet, ça prend, il y a beaucoup de monde, c'est un village où tout le monde y est. Et dans les autres pays, les gens nous demandaient, NamCredit, est-ce que c'est possible de faire tant avec? J'espère que ce que vous avez lancé, on va apprécier, etc. Et on a lancé, dans les premières semaines qui ont suivi, il n'y a pas eu trop de soucis, mais après, on était face aux habitants du pays de Gbagbo, du Diarafat, là. Les gars qu'on appelle souvent les brouteurs. Voilà. Souvent, ils achètent leurs cartes sur le black market et le partenaire que nous avons, le partenaire en France, il y a un souci aussi là-bas, le partenaire en France. Parce qu'on était obligé de prendre un partenaire en France parce que les cartes de crédit ici, au pays, n'ont que la fonction pool, pas le putsch. Donc, on était obligé de prendre les partenaires en France. Donc, on avait déjà anticipé ce souci parce que c'était la raison pour laquelle on n'a pas vite lancé, on n'a pas intégré le mobile money à NamCredit parce que c'était de l'argent, et puis on avait limité les montants envoyés. Qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils se lèvent le matin, peut-être 3h, 2h du matin, ils font des requêtes combinées, 5 à... Ils peuvent demander un transfert de 150 000 jusqu'à un montant de 400 500 000 francs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Leurs cartes sont bloquées. S'il y a des... sont suspectes la carte, on bloque. Donc, eux, ils envoient avec espoir que ça marche, quoi. Donc, on avait un dashboard pour vérifier toutes ces transactions. Et puis, le partenaire nous avait écrit parce que dans leur règle, il y avait un quota à ne pas dépasser. Parce que notre système était un peu risqué. Hein. Comme on le dit souvent, on vend de l'argent pour de l'argent. Et souvent, c'est basé sur la confiance. Parce que ici, le mobile money, il n'y a rien que tu peux avoir au niveau des opérateurs comme justificatif que le transfert a été effectué ou pas. Et si tu veux avoir ça, tu vas te casser la tête. Donc, on avait, dans les semaines qui ont suivi, on était face à ce souci. On était vraiment face à ce souci de brouteur. Le partenaire aussi nous a fait si c'est comme ça, on va devoir peut-être couper la collaboration parce que c'était un peu risqué. Quand ça, il y aura beaucoup trop de problèmes, la BCA ou les trucs comme ça seront derrière nous, quoi. C'était le premier souci. Là, il va être le premier souci au niveau international. Maintenant, au niveau national, naturellement, si tu veux avoir un compte mobile money société, il faut avoir la carte d'opérateur économique. On a la carte depuis même. Et c'est pour augmenter le quota de réception de mobile money sur ton numéro, quoi. Et on était obligé naturellement d'expliquer le projet parce qu'il ne va pas donner assez à un projet qui va, après, les gens vont se plaindre. Donc, on a commencé par expliquer le truc. Si tu as T-Money, tu peux avoir du flows, etc. Ils nous ont carrément dit, si l'application allait prendre trop de boom, il y a un opérateur qui sera perdant et un opérateur qui sera gagnant.
Ça, on était conscient. Parce qu'il y a les deux mobile money au Togo, on savait bien qu'il y a un qui proposait des services nickel et d'autres qui ne proposaient pas forcément des services nickel. Donc, si je dois contourner le problème d'un, il y a un qui va se fâcher. Donc, ils nous ont averti que si ça se présentait, on sera obligé de couper. Donc, on a eu face à ce souci du côté national. C'est très, 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 très explicite. J'apprécie vraiment ton partage et je pense que nos participants ont beaucoup appris. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris de ces quelques minutes de discussion avec toi. Je te remercie. Nous allons passer maintenant à éducation. Ensuite, nous allons passer aux questions. Éducation avec Okpa Bac. Jean-Paul Mewene-Messé. Actuellement, Cloud DevOps Engineer, développeur logiciel basé à Paris et Scrum Master. Jean-Paul, Okpa Bac, est-ce que tu peux nous dire c'était quoi le target? On sait que c'est le domaine éducatif, mais dans la chaîne du système éducatif, il y a les parents d'élèves, il y a les élèves eux-mêmes, il y a l'administration, les institutions, etc. etc. Okpa Bac, c'est destiné à qui? Alors, Okpa Bac, salut tout le monde d'abord avant d'intervenir. Salut tout le monde, vous m'écoutez très bien? Très bien, 5 sur 5. Super. Alors, comme vous l'avez dit, moi, c'est Jean-Pascal Mewene-Messé, je réside à Paris, j'y travaille à Paris depuis pratiquement 1 an, 3 mois maintenant. Et je suis co-auteur de Okpa Bac, qui est une application éducative qui aide les apprenants à réviser depuis leur mobile. Donc, pour répondre à votre question, le target principalement, c'est pour les élèves et en classe de terminale pour l'instant. D'accord, d'accord. Donc, sur quel modèle économique, j'allais dire, oui, quel modèle de revenu vous avez qui vous a motivé dès le départ de Okpa Bac? Est-ce que c'est gratuit, c'est du gratuit, voilà, est-ce que c'est du free software? Déjà, je pense que, je ne sais pas si vous allez me poser déjà après la question sur l'idée et tout. C'est dans votre… Oui, vas-y, tu peux… Ouais, ok. Donc, en fait, je pense qu'il faut déjà parler de l'idée. En fait, il faut dire que c'est une application qui est née en 2016 et avec un groupe constitué principalement de personnes de même classe. On venait sortir de l'université. Donc, comme Kanye l'a dit, on était des concurrents, enfin, pas en termes de produits développés, mais en termes de connaissances et tout. Et ce n'était pas dans le mauvais sens du terme. Donc, c'est une idée, en fait. Le problème principal, en fait, on a constaté quoi? Il y avait un réel problème dans l'éducation du Togo. Le réel problème, c'est que nous sommes dans un monde qui est envahi par le mobile, qui est envahi par l'Internet. Et au Togo, on profite moins, pour dire quasiment pas. Donc, on s'est dit que qu'est-ce qu'on peut apporter avec nos connaissances en termes de programmation, en niveau technologique, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'éducation pour leur permettre de pouvoir profiter des bienfaits de la technologie. C'est là qu'on a dit qu'on a vu qu'en fait, sur l'ensemble du territoire, on a vu qu'il y a plein de personnes qui ont des téléphones mobiles. Même le parent le plus pauvre ou bien l'élève le plus pauvre à l'intérieur du pays, il a au moins un téléphone portable Android ou bien son frère l'a acheté un téléphone portable Android. Donc, il y a l'autre problème, c'est l'accès aux ressources. Je ne sais pas si vous savez, vous avez vécu à l'intérieur du pays, mais à l'intérieur du pays, accéder aux ressources de qualité comme Gado Kakaré ou bien les livres de prestige. Moi, j'ai eu l'occasion de les avoir, mais ce n'est pas le cas de la majorité des personnes qui passent leur examen. Mais en fait, ils n'ont pas accès à ces ressources éducatives, mais ils ont des téléphones. Et ils utilisent les téléphones pas forcément en leur faveur, c'est pour des distractions. Et justement, c'est normal parce qu'il n'y avait pas de solutions applicatives qui puissent les aider en fait justement
à être en faveur à les aider justement à réviser depuis leur téléphone. Donc, c'est là qu'est venue l'idée pour dire, tiens, on peut écrire une application en fait qui permet aux apprenants de réviser peu importe là où ils sont, avec leur téléphone portable, avoir accès à toutes les ressources de qualité adaptées au programme national et leur permettant en fait d'aller à l'examen à chance égale. Parce que si vous n'avez pas accès aux bonnes ressources, vous n'allez pas à l'examen aux chances égales avec quelqu'un qui a des tonnes de documents de qualité, des professeurs et tout à sa disposition. Donc l'idée, c'est de donner la chance à tout le monde d'aller à l'examen à chance égale en ayant des ressources de qualité pour réviser. Donc, voilà en fait ce que l'application a essayé de résoudre et bien sûr de rendre utile le téléphone portable. Donc, voilà un peu l'idée du projet. Exactement. Très intéressant. Ça veut dire que vous êtes soucié en fait des écoliers, en fait, du taux de réussite. Donc, peut-être que l'aspect économique est revenu après. Qu'est-ce qu'il en est? Ouais. Oui, en fait, l'aspect économique, c'est un peu plus loin. Et je pense qu'il faut parler de certaines choses avant de parler déjà de l'aspect économique. Il faut dire que l'application est sortie en 2016 et c'était vraiment très apprécié. C'était une application qui avait une taille de 27 mégas, je pense, si je ne me trompe pas. Et malgré ça, malgré le problème de connexion au Togo et tout, on avait, je pense, avant la fin de 2016 ou 2017, on avait au moins 4000 personnes qui avaient téléchargé l'application. Et on était vraiment étonnés que ça aille comme ça. Et après, il y avait un problème. Le problème, c'est que l'application, elle est tellement lourde et les contenus, en fait, l'application en elle-même ne répondait pas aux exigences actuelles des applications sur les marchés. Parce qu'en fait, il faut dire que le marché actuellement, il est très, très exigeant en termes d'applications mobiles, en termes de fonctionnalités qu'on fournit à l'utilisateur. Il faut une application vraiment smart qui, en termes d'apparence, est vraiment très bien. En termes de fonctionnalité, c'est fluide, etc. Donc, l'application qui a démarré en 2016, je ne dirais pas que ça répondait à ces critères, mais c'était quand même une très bonne application si on s'arrête à l'échelle du Togo, en fait. Donc, à l'époque, il n'y avait même pas d'application dans ce sens. Hein. Il faut se dire la vérité, il n'y avait même pas. Donc, c'était la première application, s'il faut le dire, offrant de telles fonctionnalités. Alors, par après, on avait eu des problèmes, des contraintes pour résoudre ces problèmes d'applications modernes. Il y avait des problèmes de connaissances techniques pour pouvoir produire une application digne de ce nom. Donc, du coup, moi, j'avais réfléchi avec les autres membres de l'équipe. On a réfléchi à une version qui va être très, très légère et qui fournit les mêmes fonctionnalités, mais un peu plus avancées. C'est là qu'on a sorti une version 2.0 en temps, qui est une version vraiment très, très améliorée et qui ne pesait qu'à peine 6 à 7 mégas, contre 27 dans le temps, et qui proposait les mêmes fonctionnalités qui permettaient toujours à l'apprenant de réviser sans avoir besoin de connexion Internet, peu importe là où il est. Donc, voilà un peu. Et ensuite, le problème économique, justement, arrive par après. Parce que qui dit fournir une solution de qualité dit, il faut dire qu'on était, comment je vais dire ça, on était orienté vers les services cloud. Donc, on avait utilisé des services cloud pour pouvoir répondre à cette problématique technique. Et les services cloud qu'on a, actuellement, les services sont limités. L'utilisation gratuite est limitée. On avait par après une application qui a maintenant plus de 40 000 téléchargements, qui avoisine les 50 000 téléchargements et qui est utilisée actuellement en période d'approche de l'examen. C'est un peu la pagaille sur mon hébergeur cloud. Donc, du coup, il y a au moins 2000 personnes, 2000 élèves actifs chaque jour. Et le cloud ne peut pas gérer tout ça gratuitement. Donc, ça devenait payant. Et entre-temps, moi, je le faisais, je payais en fait les factures que le cloud m'envoyait, notre service cloud qu'on utilise m'envoyait avec mon argent de poche parce que je travaillais dans le temps, donc voilà. Mais je me suis dit, tiens, je ne vais pas mettre un truc gratuit. L'idée, c'est de mettre un truc gratuit, effectivement, mais s'il faut s'endetter, ça, c'est pas intéressant. Donc, du coup, on a entamé des démarches pour avoir
justement des accompagnements dans ce sens auprès des autorités et tout, mais c'était pas vraiment, on n'a eu aucune suite. Donc, du coup, il faut une façon qui est à la portée de tout le monde. L'idée, c'est de proposer une facturation où on paie avec 500 francs seulement. Vous avez accès à toutes les ressources de l'application. 500 francs, je pense que avant c'était 300 francs, après c'est devenu 500 francs parce qu'il y avait tellement un flux de données que la charge devenait très, très grande. Donc, on s'est dit qu'avec ça, même les apprenants, ils ont les moyens parce que les apprenants, ils dépensent déjà énormément d'argent. Un livre de cas carré, par exemple, c'est pas moins de 6 000 ou 4 000 dans une matière. Donc, vous voyez, si vous avez par exemple des livres, par exemple, collection oxygène, des livres de lumière du bac, des cas carrés, des annales et tout, vous n'êtes pas moins de 50 000 francs pour avoir un seul document dans une matière. Et déjà, on trouvait que c'était à la portée des apprenants. Et justement, les apprenants ils ont adhéré à ça et ils se sont abonnés massivement, ce qui nous a permis de régler les factures de l'hébergeur. Donc, voilà un peu. D'accord, merci beaucoup Jean-Pascal. Et on est un peu à court de temps, mais j'aimerais rapidement poser cette question-là. Pourquoi vous êtes passé sur du cloud? Si tu peux répondre peut-être un peu en ramassé. Est-ce que vous avez pensé un moment attaquer un marché en dehors du marché togolais, le besoin d'aller sur le cloud? Et et peut-être aussi, est-ce que vous pensez que s'il y avait un cloud au niveau national, ça aurait facilité les choses? Très rapidement, oui. On est allé sur le cloud en fait en fonction des services que le cloud provider, qu'on le dit, fournit. Donc, il n'y avait pas de service cloud au Togo qui peut nous fournir ce genre de service. Même jusqu'à alors, il n'y en a pas. Donc, on est allé sur le service cloud pour pouvoir utiliser tous les services tous les services fournis pour pouvoir développer des applications de qualité et voilà, et de répondre à une application performante et d'actualité avec des fonctionnalités un peu plus smart. Uniquement le marché togolais ou le marché sous-régional? L'idée, en fait, c'est de partir d'abord de répondre pleinement à la problématique togolaise. Et ensuite, par après, on s'est dit qu'on va étendre ça, justement. L'idée, c'est d'étendre ça par après dans la sous-région. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, très, 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 très instructif. Je remercie beaucoup les participants, ça n'est pas encore fini. Israël Aboutché, Eric Cogny, Jean-Pascal, pardon, Mewenem Messé. Merci beaucoup. Nous allons passer à quelques questions qu'on a eu à collecter entre-temps. La première question, c'est pourquoi Nkeleo a échoué? Mais je vais d'abord passer en revue. Une autre question, c'est quel est le sort réservé aux applications de santé dans notre pays? J'adresserai peut-être cette question-là à Jean-Pascal. Ensuite, à quel moment doit intervenir le UX/UI designer dans le développement d'une app? Ça, je pense que Israël serait plus, voilà, s'il veut bien nous répondre. Ensuite, des applications payantes peuvent marcher au pays. Cette question, je pense que Eric pourra nous aider avec. Quelqu'un pour prendre le lead sur les questions parmi mes speakers? Je peux reprendre, je peux reprendre les questions. Eric, est-ce que les applications payantes peuvent marcher au pays, au Togo? Ouais, bon, merci pour répondre à la question. Oui, les applications payantes peuvent marcher au pays. Tout va dépendre de la stratégie utilisée parce que je ne suis pas sûr, en tout cas personnellement, pour l'expérience, je pense que les gens sont réticents. Ça dépend du service fourni. Mais bon, en répondant à cette question, on peut déjà remarquer quelque chose. Il y a des applications qui existent déjà, qui sont payantes, mais il y a des gens qui ne veulent pas forcément payer, peut-être que le prix est élevé.
le prix est élevé. Mais personnellement, les applications payantes peuvent marcher. Je peux prendre notre cas, par exemple. Notre cas, c'est un peu complexe. Et nous avons, comme je viens de le dire dans l'énoncé, nous avons un compte qui est logé en France. Toutes les transactions passent par là. Mais nous recevons des courriers de l'OTR. Sur quelle base? Sur quelle base ils vont faire une évaluation des revenus bien des trucs générés. Déjà, je pense s'il y a certaines personnes dont les applications ne marchent pas forcément, les applications payantes ne marchent pas forcément, il faut penser derrière qu'ils ne le font pas exprès. Ils le font parce que les autorités ici, est-ce qu'ils ont la facilité de donner peut-être 100 francs ou bien 1 franc sur un produit? Les applications payantes peuvent bien marcher au pays. Et ça va dépendre de la stratégie, comme j'avais dit dès le début. La stratégie je sais pas s'il y a répondu à la personne. La stratégie de qui? La stratégie de... Ouais, la stratégie à mettre pour faire payer le client. Donc, de la stratégie soit tu le fais payer toute l'application, soit tu fais payer du développeur. Soit tu fais payer une fonctionnalité simple et il comprend que ça, c'est vraiment important, il faut que je puisse l'avoir. Mais soit tu fais payer un abonnement par mois et il faut modérer aussi les prix. C'est juste ça. D'accord. Question pour Okpa-Back. Donc, c'était... d'abord, quel est le sort réservé aux applications orientées santé? Jean-Pascal, tu as peut-être quelques idées. Oui, merci pour la question. Il faut dire que je n'ai pas vraiment beaucoup travaillé dans le domaine de la santé, mais je vais répondre d'une façon générale. C'est que, en fait, je pense que les applications mobiles ont un bel avenir parce que si on voit que les développeurs maintenant produisent des applications de qualité, mais en fait, le problème, c'est qu'ils sont souvent limités dans leur démarche, ils sont limités dans l'évolution de l'application. Et donc, ceci qui fait que parfois, les applications, ils s'arrêtent ou bien ils échouent. Donc, ils ont un meilleur avenir, ils ont un avenir très bien s'ils ont un suivi, s'ils ont des accompagnements. Et voilà, je pense que dans le domaine de la santé, c'est vraiment très, très important parce qu'actuellement au Togo, il y a pratiquement pas grand-chose à part, il y a des solutions qui sont là, mais on n'entend pas vraiment en termes d'utilisation, tout comme les applications comme Dokita Eyes, qui est vraiment une application que j'appréciais dans le temps. Je ne sais pas ce qu'il est en devenu. Il y a d'autres applications aussi de santé et tout, mais je pense que c'est très, très important parce que nous sommes dans un monde où tout se passe avec le mobile, tout se passe avec la technologie, tout se passe sur Internet. Et pour produire des solutions qui facilitent la vie des apprenants, nous, les Togolais, nous savons déjà le faire. Nous savons très bien le faire. Voilà. D'accord. Une question sur Okpa-Back de Abdel Adoui qui dit, Jean-Pascal, quelle est la perspective d'avenir de Okpa-Back? Alors, la perspective, pour l'instant, récemment, il faut dire que ça fait quelques semaines, on a intégré l'enseignement technique. Avant, c'était l'enseignement général. Donc, on a intégré l'enseignement technique. Donc, actuellement, on essaie en fait d'avoir un maximum de contenu. Déjà, le gouvernement n'est pas dans ce sens, donc ça, c'est pas un débat. Mais on essaie de maximiser autant de contenu pour satisfaire les apprenants en termes de contenu parce que c'est le plus important. Intégrer les autres enseignements, par exemple l'université, intégrer d'autres facultés là-dedans avec les ressources et tout, ce serait intéressant. Intégrer d'autres examens comme le bac 1, etc. et intégrer d'autres pays dans la sous-région parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Donc, fournir ces genres de services à d'autres pays, c'est dans notre perspective, en fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Une question pour Israël Agbouche. Pourquoi Nkeleo n'a pas marché? D'accord. Alors, je pense que même répondre à cette question, je pense que répondre à cette question, c'est répondre un peu à la question qui
qui concerne toutes les applications qui ont été présentées ici ce soir. C'est pourquoi est-ce que nos applications ont du mal à marcher au Togo, parce que j'ai écouté le parcours des autres. Je les connaissais de toutes les façons. On se connaît un peu tous. L'écosystème tech togolais, tout petit, on se connaît tous. Donc, je connaissais leurs applications, je connaissais leur parcours. Et je pense qu'aucun d'entre eux aujourd'hui, on n'a pas eu de success story ce soir. Personne ne nous a dit aujourd'hui, voilà, son truc, son produit est arrivé à tel niveau, a levé tel fonds, a produit ceci. On a eu des faits passés, mais on n'a pas pu aller plus loin que ça. Je pense que le problème, il est commun nous tous. C'est qu'on a souvent, je pense que nous autres développeurs d'applications au Togo, on a tendance à oublier que développer une application qui propose un service aux gens, c'est d'abord lancer une entreprise. C'est ni plus ni moins que ça. C'est lancer une entreprise dans la mesure où on propose un service et ce service-là va rencontrer les clients. Et donc, qui dit entreprise dit c'est bien plus que le fait de pouvoir faire du développement qui entre en compte. C'est beaucoup d'éléments dont nous ne prenons pas forcément la mesure au départ. Et pour la plupart du temps, on n'a même pas de modèle, on n'a pas de business plan au départ, on n'a pas de business model. On part sur un produit parce qu'on sait qu'on peut le faire, parce qu'on sait qu'il y a un besoin, on a identifié un besoin, on veut résoudre ce besoin-là. Et avec nos compétences, on veut régler ce problème-là. Et avec le temps, on se rend compte qu'il y a bien plus qui entre en jeu. Il y a beaucoup plus d'éléments qu'il faut gérer. Il y a la communication, il y a la stratégie. Il y a bien plus d'éléments. En fait, en gros, c'est la vie d'une entreprise en fait, qu'on découvre au fur et à mesure qu'on évolue. Et on n'a pas forcément les épaules pour aller plus loin. Et l'écosystème, même, j'ai envie de dire, l'écosystème tech togolais n'aide pas, ne fournit pas ce qu'il faut pour permettre aux jeunes pousses de pouvoir passer les premières années, de pouvoir faire face aux difficultés qui sont inhérentes à la naissance d'une petite entreprise et de pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc, je pense que c'est aussi ça pour ça que Nickel n'a pas marché, parce qu'on a manqué de tous ces éléments-là, qu'on a manqué dans le modèle économique qui était clair dès le départ, qu'on a manqué de compétences et qu'on a manqué d'argent. Pour simplement le dire comme ça, parce qu'on a manqué d'argent, parce qu'il faut financer. Et à un moment donné, comme nous tous ici, on finit par être fatigué, on finit par être à court d'argent, on finit par ne pas pouvoir rentabiliser, donc on met la clé sous la porte. Donc, je pense qu'il faudrait que la prochaine vague d'entrepreneurs pense à ces éléments-là, que dès le départ, on réfléchisse clairement sur un modèle économique. OK, j'ai un produit, il va régler des problèmes, mais comment est-ce que je le rentabilise? Même si ce n'est même pas pour faire de l'argent, pour vivre de ce produit-là, mais c'est d'abord comment est-ce que je fais en sorte que ce produit arrive à s'autofinancer pour ne pas avoir à payer les factures, par exemple, de serveur, comme le disait Jean-Pascal, avec son propre argent de poche. Comment est-ce que je m'assure que ce produit-là s'autofinance? Donc, il faudrait penser déjà à ces éléments-là avant d'aller un peu plus loin. Donc, je pense que c'est un peu ma réponse à cette question et un peu à toutes les autres questions qui ont été posées. D'accord. Et une question technique de Haïti Firmin et l'homme Adossi, qui avait déjà posé une question concernant les applications de santé. À quel moment doit intervenir le UX/UI designer dans le développement d'une application? D'accord. Alors, l'UX/UI designer, déjà de base, il faut pouvoir expliquer ce que c'est pour que les gens comprennent. Ça fait très baba comme terme, dit comme ça. L'UX/UI, ça envoie à User Interface et User Experience. Donc, en gros, c'est la personne qui va prendre en compte les besoins des utilisateurs, qui va s'assurer que l'expérience utilisateur va être la plus agréable possible, que ce soit que pour les gens âgés, les jeunes. En gros, c'est la personne qui va s'assurer qu'en fait, quand un produit qui va être développé va pouvoir être facile d'utilisation pour tous les publics, ou en tout cas pour le public cible pour lequel il a été prévu. Et donc, quand c'est présenté comme ça, l'UX designer doit être intégré dès le départ, en fait, dans le cycle d'un produit, c'est-à-dire dès le départ, au moment même où on commence à penser aux fonctionnalités, avant même de pouvoir définir des maquettes, cette compétence-là est nécessaire pour pouvoir s'assurer que le produit qui est proposé va réellement rencontrer les besoins des utilisateurs, qui va être facile d'utilisation, qu'on ne va pas développer un truc qui va être visuellement superbe, qui va être technologiquement poussé, mais qui ne sera pas adapté au public pour lequel on l'a pensé.
Donc, l'UX designer, dès le départ, on l'intègre et il suit le projet jusqu'à la fin parce que une fois qu'on va développer le produit, on va le publier, les gens vont l'utiliser, on va avoir des testeurs, on va avoir des retours de trucs là d'utilisateurs, on va pouvoir intégrer ces retours d'utilisateurs là pour pouvoir travailler sur des améliorations. Donc, tout ce travail-là, c'est celui d'un UX designer. D'accord. Quelques questions encore. On a dépassé un tout petit peu. Barbara Amouzou qui demande, question pour Eric, qui demande où sont toutes ces codeuses togolaises qui ont participé de près ou de loin aux applications présentées. C'est la question pour tout le monde, hein, mais Eric, je te laisse. C'est la question pour tout le monde, hein, mais Eric. Oui, vous me recevez? Je pense que c'est bon. Oui, on t'entend, oui. Oui. Ok. Bon. Bon, tout le monde est là. Bon, ce que je vais faire, avant de répondre à la question, je vais compléter la réponse d'Israël sur le design UX. Mais comme il a dit, le designer doit intervenir tout au début du projet et le designer doit intervenir même avant le développeur. Pour prendre les exemples de certaines applications au Togo, moi j'ai téléchargé 2-3 applications dernièrement. Tu sens, en tant que développeur, lorsque je le vois, tu sens qu'il y a beaucoup de travail de développement derrière, mais l'interface et puis l'expérience utilisateur n'y est pas vraiment. Il y a certaines applications qui n'ont pas besoin de login dès la première page. Il y a certains qui téléchargent vos applications juste pour voir un peu à quoi ça sert. Et si le designer n'intervient pas sur un projet, des fois, ça peut être un échec aussi de l'application parce qu'il va télécharger. S'il y a 2-3 bugs, mais je n'avais pas cliqué sur un produit, je le zappe, quoi. Donc ça, c'était un complément pour l'autre question. Merci. Maintenant, les codeurs du produit, ils sont là. Les codeuses. Ils sont là déjà pour NamCredit. Les codeuses. Ah, les codeuses. Bon, franchement, dans notre équipe, il n'y a pas de femmes. Mais j'en connais certaines qui sont assez meilleures. Peut-être que vous ne le voyez pas. Et il y a des exemples qui travaillent beaucoup en background. J'en connais quelques-unes qui travaillent en background. Elles sont assez compétentes. Hein. Il y en a au Togo, il y en a assez. Bah, on N'hésitez pas, hein, Israël N'hésitez pas, hein, Israël et Jean-Pascal. Quelle perspective pour Okpa-Bac, Jean-Pascal? Question de Abdel Adoui. Oui. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que j'ai déjà répondu. Ah, oui, désolé. Pardon, c'est plus pourquoi savoir plus au lieu de Okpa-Bac. Désolé, tant pour moi. Savoir plus est mis en avant par le gouvernement, semblerait-il. Ah ouais, ça c'est une excellente question, ça. Parce que, alors, en fait, il faut dire que quand l'application, il est important de retenir, c'est que depuis que l'application est née en 2016 jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu un coup de fil ou un contact d'un membre du ministère de l'Éducation pour dire ouais, c'est un très bon produit, malgré que nous sommes passés sur la chaîne nationale dans les journaux officiels et tout. Mais bon, peut-être que le gouvernement pense que ce n'est pas important, ils ont d'autres choses plus importantes à faire. Mais malgré que le gouvernement a été sourd ou bien muet par rapport à ça, nous-mêmes, on a approché le ministère de l'enseignement supérieur et tout. Ça, c'était quelques mois avant que je ne quitte le pays. Et ça, c'était après plusieurs tentatives. Hein. C'était compliqué. Déjà, voir le ministre de l'enseignement, c'était compliqué. Mais finalement, je me suis résolu à contacter le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation. Et finalement, j'ai pu l'avoir après plusieurs tentatives et je lui ai présenté le produit. Il était vraiment émerveillé. Pour lui, il pensait que voilà, c'était un plaisantais qui veut venir parler de n'importe quoi. Mais il s'est rendu compte qu'en fait, j'étais là pour lui présenter un produit vraiment très, très intéressant. En tout cas, de ce qu'il a dit. Et à la sortie, c'est une lettre que j'ai reçue du ministère, que le ministère, ça c'est le cabinet du ministère qui me l'a envoyé et qui m'autorise à pouvoir sensibiliser ou bien parler de l'application sur tout l'étendue du territoire. Donc, voilà. Parce qu'il trouve vraiment ça vraiment innovant et il n'a pas encore vu ça.
Bah, à la sortie de ça, ça s'est arrêté là, hein, en fait. Je n'ai eu rien du tout d'accompagnement. Je ne parle pas d'accompagnement financier, non. Moi, je n'ai même pas besoin d'accompagnement financier parce que j'ai tout fait dans l'application avec mes moyens, avec les amis aussi. Donc, du coup, je n'avais pas besoin d'accompagnement du gouvernement. J'avais besoin, en fait, de l'accompagnement en termes de sensibilisation parce qu'ils sont plus proches des enseignements dans les préfectures et tout. Donc, parler autour dans les réunions et tout, c'était important d'accompagner même en termes de matériel physique et tout. Ça, là, n'est pas un problème. Mais j'étais surpris récemment que le gouvernement sorte une lettre officielle, le ministère surtout, sorte une lettre officielle qui dit qu'il recommande d'utiliser l'application Savoir Plus au lieu de OPABAC, alors qu'ils sont vraiment au courant de cette application. Ils ont réellement apprécié d'ailleurs l'application quand j'avais présenté au ministre, au directeur de cabinet. Moi, je n'ai pas compris du tout. Je n'ai pas compris du tout pourquoi le gouvernement recommande cette application. Moi, je pense qu'en fait, ce que le gouvernement devait faire, moi, recommander l'application Savoir Plus n'est pas un problème, tant que ça aide les apprenants, parce que la vision, c'est d'aider les apprenants à réussir aux examens. Maintenant, tant que ça aide les apprenants, il n'y a pas de problème. Mais ce que je pense que le gouvernement devrait faire déjà, c'est de pouvoir être du moins entrer en contact avec nous, ce qui n'était pas le cas, mais c'est de pouvoir dire, tiens, il y a ces applications qui existent. Ce n'est pas seulement Aquabac, ce n'est pas seulement Savoir Plus. Il y a Zovu, Zono, etc. Il y a ces applications, il y a ces efforts qui sont faits sur le territoire national. Pourquoi ne pas les accompagner au lieu de recommander une autre application qui est carrément, entre guillemets, un plagiat de Aquabac. Voilà. Donc, je pense que le gouvernement devait concilier les applications, les efforts existants, mais ce qui n'était pas le cas. Même nous, par exemple, on a approché l'office du bac pour pouvoir avoir des contenus. Bah, je ne vais pas dire en fait ce que le directeur de l'office du bac nous a dit. Ça va rester entre nous, mais il n'a pas été favorable à fournir du contenu, même s'il il a reconnu que c'est une application qui va aider énormément les apprenants. Et actuellement, ce qui aide justement les apprenants, parce que toutes les années, on reçoit des messages des parents même, des élèves et tout, qui disent qu'ils ont réussi grâce à cette application. Il y a des gens qui ont réussi brillamment après plusieurs années d'échecs grâce à cette application. Donc déjà, c'est une fierté pour nous. Donc, que le gouvernement recommande Savoir Plus à la place de PABAC, c'est à eux de voir en fait. Voilà. C'est à eux de voir. Merci beaucoup pour tous les intervenants. Il y a d'autres questions encore, notamment en ce qui concerne est-ce qu'au Togo, on n'aime pas plus l'importer plutôt que le produit local. J'invite tous les participants à bien noter leurs questions. Il y aura forcément une seconde édition. On va essayer quand même de tenir dans les temps. Et donc, ainsi, je vais passer la parole à Noël. Pour la vous permettez Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, en fait, merci beaucoup. Hein, et surtout, merci pour l'initiative de chercher à regrouper tous les acteurs, je vais dire, du numérique, ne serait-ce que les éditeurs. Moi, c'est Abdel Adoui, en fait. Je ne suis pas développeur, je suis de la technologie, je suis purement télécom. J'ai vraiment écouté tous les intervenants que j'apprécie d'ailleurs, les idées, comment ils ont partagé l'expérience. J'ai tenu à placer un mot parce que j'ai bien suivi OPABAC. Je félicite d'ailleurs, application que je recommande très souvent parce qu'il s'ensuit que moi-même, je suis dans le secteur de l'éducation, ne serait-ce que pour l'édition des solutions. Je ne sais pas si vous connaissez Swissco. Mais nous, on s'est limité par rapport au relais des résultats d'examen. Je voudrais que ces rencontres-là soient beaucoup plus des rencontres de culture pour l'émancipation de tous les éléments ou de tous les acteurs ici dans le groupe. On va éviter cette logique de je vais être concurrent de l'autre, enfin de celui-ci, ou bien je suis concurrent de l'autre. Derrière la vidéo. Okay. Ce que je voudrais dire par rapport à comment il s'appelle, à Savoir Plus, comparé à Aquabac, d'accord? Je vais dire le CEO de Aquabac, si tu permets. Allô? Oui, allô? On préfère que vous ne vous adressez pas directement, mais tu vois, que vous parlez peut-être généralement, mais pas directement au speaker.
J'ai dit ça pour juste qu'on s'aligne sur un truc pour qu'il ne pense pas qu'en fait, je suis en train de peut-être, je sais pas, l'adresser lui directement. Je vous explique pourquoi. Si on veut faire réussir cet écosystème-là, entrepreneurial numérique, il faudrait que parfois nous-mêmes, on bouscule. Je parle sur la base d'une expérience. D'accord? C'est pour de bonnes guerres, hein, je dis ça. Vous voyez l'application, comment elle appelle, ton savoir plus? Avant que le ministère ne fasse sortir son message, moi personnellement, on m'a consulté. J'ai testé l'application, son usage et de faire un rapport. J'en ai fait. J'ai placé 2 applications togolaises, dont Okpabac. Je dis ce qu'ils font dans Savoir Plus là, il n'y a rien d'innovant par rapport à ce que Okpabac faisait. Il n'y a rien d'innovant par rapport à une deuxième application que j'ai testée, je crois c'est Zonois. Mais la réalité, c'est quoi en fait? Ce n'est pas simplement une initiative de l'État pour placer Savoir Plus comme étant en test d'utilisation. Et si vous avez vu le communiqué, on dit pour un essai de 1 mois. En fait, c'est une proposition de la francophonie, tout simplement. Donc, aller dans cette logique, le ministère ne peut que dire oui, bah, d'accord, essayons. Mais soyez-en sûrs qu'ils savent qu'Okpabac et Zonois, en fait, en offrent plus. D'accord. Excusez-moi de vous demander d'aller brièvement. On vient de me signaler que on a encore du temps. On va retourner aux questions. Donc, je vous laisse 2 minutes pour terminer. D'accord. Si on peut à chaque fois, par exemple, avoir de ces réunions-là, ça permettrait de synchroniser les alliés. Il faudrait que ce soit nous qui bousculons. C'est-à-dire que échanger simplement avec un directeur technique, enfin, je vais dire, c'est ça, directeur technique ou un secrétaire général, ma foi, par expérience, ce n'est pas suffisant. Surtout quand vous ne le faites pas d'une façon officielle. Moi, je vous dis, pour commencer les résultats par SMS simplement, il a fallu que je passe 3 ans pour faire la première expérience à laquelle ils ont dit il ne faut pas faire de communiqué. C'était avec l'office du bac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qu'en fait, lorsque ces technos arrivent, ça remet en cause une organisation. Prenons la peine à notre côté de leur prouver au contraire leur valeur ajoutée. C'est un peu ça. Je t'ai laissé un message en privé, Bac, s'il te plaît, si juste après on peut échanger. Parce qu'il y a de la valeur ajoutée. Merci beaucoup au grand frère. C'était pas prévu, mais on a appris de son intérêt. C'est bien. Ça ajoute à la convivialité de la chose. De temps en temps, on peut ouvrir des brèches comme ça. Et oui, donc nous allons retourner d'abord à Effie. Effie, tu es là? Allô, oui, je suis là. Je te reçois parfaitement. Parfait. Oui. Désolé hein, pour la fausse alerte. Je te reçois parfaitement. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, Abel. Bonjour, Commis, et à tous ceux qui sont présents. J'ai écouté attentivement chacun. Je te laisse commencer d'abord, d'accord? Effie, c'est le CEO de Gombo Digital. Oui. Gombo Digital, c'est un mythe. Et je préfère lui laisser la main pour dévoiler le mythe. Ok, d'accord. Ok. Alors, personnellement, je crois que je fais partie de ceux qui ne sont pas forcément développeurs d'applications dans le lot, mais je travaille beaucoup plus sur le côté, disons, communication, mais je voudrais aborder sur le plan du design UX, UI pour un utilisateur lambda, pour un testeur, quelqu'un qui passe son temps à découvrir les applications de ses relations, de ses proches, de ses amis. Et je me rappelle encore la première fois que moi, je suis rentré en contact avec Mikeleo. C'était vraiment il y a très longtemps. Je me rappelle plus de la date pour ne pas dire des bêtises, mais je crois quand même que c'était dans les 2014, 2015. Je me rappelle comment plus, mais c'était il y a très longtemps.
Et j'étais vraiment impressionné par toute cette effervescence, cette osmose de toute cette équipe-là derrière et tout ça. L'équipe qui a entraîné le produit, l'équipe qui a travaillé dessus. J'ai eu à discuter plusieurs fois avec tous ceux qui ont travaillé derrière Israël. Lui et moi, on en a beaucoup parlé très longtemps par rapport à ce projet-là. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le chemin est difficile. Le chemin, il reste encore à faire selon moi. Parce que, au-delà du concept même que nous sommes vraiment imbibés dans la chose de l'écosystème togolais, il faut aussi dire que c'est avec... je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est très compliqué d'allier le côté expérience utilisateur et le côté réalité de comment est-ce que le Togolais lambda, qui n'a pas vraiment un rapport habituel avec l'informatique, avec le digital, appréhende et puis rentre en contact de toutes ces applications-là. Tout à l'heure, quand Jean-Pascal parlait, dans l'application m'a vraiment impressionné. Nous en avons déjà même parlé plusieurs fois en article sur Elfree. Je me suis rendu compte que effectivement, lorsqu'ils sont passés de 300 à 500, moi, la première question qui m'est venue en tête, est-ce qu'il n'y a pas eu une baisse de conversion? C'est-à-dire que nous savons que déjà les gens, quand ils ont un besoin et quand ils sentent que ce besoin-là devient récurrent et ça soit une douleur, ils sont prêts à payer pour. Mais quand ils parlaient de serveurs, je me suis reconnu parce que lorsque vous faites quelque chose qui a du succès, vous êtes obligé d'investir plus pour pouvoir avoir ça. Mais quand il parlait tout à l'heure d'augmenter, effectivement, il a raison. Et quand je rapprends que c'est même à 500, c'est même pas 1 euro, quoi. C'est même pas $1. C'est-à-dire c'est à 500, c'est à la portée de tout le monde. Combien de jeunes exactement ont pris conscience de ce phénomène-là, malgré la petite com qu'il y a eu autour, etc. Vous voyez, quand je prends l'exemple d'Eric Cagné aussi, avec qui j'ai eu beaucoup de conversations par rapport à son application, combien? Aujourd'hui, je me rends compte que lorsque vous allez sur Android, en tout cas, personnellement, moi, je ne retrouve qu'une seule application qui, en tout cas, moi, à mon avis, hein, je ne suis pas un professionnel, mais je ne rencontre qu'une seule application qui soit accessible dans le domaine pour travailler autour de tout ce qui concerne les crédits, etc. Il y en avait vraiment plein. À une époque, il y en avait vraiment assez. Mais après, je n'en ai plus retrouvé beaucoup. Je ne sais pas s'il y a eu une exclusivité auprès d'une seule application. Mais après, je me suis rendu compte que ce qui se passe, c'est-à-dire que l'utilisateur lambda, je ne veux pas parler de nous qui avons l'habitude de travailler sur le digital, de travailler sur le côté informatique, mais l'utilisateur lambda, c'est généralement quelqu'un qui, même avant que tu lui montres comment rentrer dans la page d'accueil, aura toujours besoin de quelqu'un qui puisse venir l'aider. Donc, il ne faudrait pas aussi que les développeurs soient vraiment de l'autre côté de la barque et la population qui utilise l'application aussi soit vraiment de l'autre côté de la barque. Aujourd'hui, les mentalités commencent à évoluer, mais je pense que ça commence à venir. Je voulais vraiment faire le point sur ça en tant qu'utilisateur. Maintenant, en tant que quelqu'un qui travaille beaucoup plus dans le domaine de la communication, je crois que nous avons aussi un problème pour communiquer autour de ces applications-là parce que pour moi, je l'ai toujours dit, il ne s'agit pas seulement de construire son château, etc., mais il s'agit aussi de parler et de dire qu'on a fait vraiment un magnifique château. Et quand je vois des applications aujourd'hui qui drainent beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, pas fait forcément par les Togolais, mais qui ont eu beaucoup plus d'impact parce qu'ils ont été contactés, parce que les gens derrière contactent des influenceurs, contactent des structures derrière, des communications, font des communications traditionnelles comme des communications digitales derrière. Je me dis qu'il faudrait aussi voir tout ce plan-là, parce que c'est tout ce 360 degrés-là qui fait que finalement, on pourra juger si oui ou non, effectivement, il y a une grosse com qui soit passée derrière l'application. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est sur ce quoi, moi, en fait, je voulais parler. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Noël, tu as une question? Oui, Abel, j'ai une question. La grande question que je me pose toujours, c'est de savoir si réellement les Togolais consomment, si je puis m'exprimer ainsi, est-ce que réellement les Togolais consomment les applications?
Est-ce que les difficultés des applications Made in Togo ne sont-elles pas liées en grande partie au problème d'accès à Internet au Togo? Je fais allusion au coût d'accès à Internet. Internet, quoi qu'on dise, coûte cher au Togo. Est-ce que cela ne constitue pas un frein à la popularité, au fait même que les Togolais téléchargent ces applications et les utilisent? Voilà ma question pour tous les panélistes. Jean-Pascal, tu peux commencer, hein. Je suppose qu'avec Okpabak, les élèves étant un secteur de la société, pas un secteur, mais étant une branche de la société plutôt défavorisée en termes d'accès, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, merci pour cette question et franchement, c'est une excellente question. Toutes les questions sont excellentes. Alors, en fait, je pense que la question, ce n'est pas est-ce que les apprenants consomment les produits togolais ou pas. C'est est-ce que les apprenants, ou pas les apprenants forcément, mais est-ce que tout le monde, est-ce qu'on a les conditions qu'il faut pour pouvoir accéder pour pouvoir consommer ces produits, par exemple. Je te donne l'exemple d'Okpabak. Okpabak, au départ, c'était 27 mégas. Donc, il y avait un problème de taille pour pouvoir télécharger cette application et il faut avoir des mégas. Alors, pour avoir des mégas, il faut de l'argent. Donc, déjà, il y a cette problématique d'argent et la connexion aussi, c'était pas vraiment ça. Donc, déjà, il faut régler ce problème de connexion au Togo. Parce que si on ne règle pas le problème de connexion au Togo, il y a toujours des mots qui vont toujours continuer à exister et même, on peut produire la meilleure application du monde, on peut produire le meilleur service au monde. Tant qu'il y a toujours ces problèmes qui vont amener les apprenants à ne pas réellement utiliser ces applications ou bien ces produits, ça va toujours persister. Donc, c'est pour ça qu'on a produit notre application Okpabak. Par exemple, au Togo, tu ne peux pas produire une application au Togo et ne pas penser à une solution hors ligne. Ce n'est pas possible. Sauf si le target, c'est pour les personnes riches et tout. Mais quand c'est pour le grand public, tout le monde, avec le niveau de vie de la population, avec les problèmes de connexion Internet au Togo et tout, sans passer par des solutions hors ligne et tout, c'est mal barré. Donc, tu n'auras même pas d'utilisateur, peu importe la qualité du produit que tu fais. Maintenant, si les conditions sont réunies, ce qui est largement le cas, il faut déjà que le produit maintenant qu'on développe réponde aux exigences actuelles. Tu ne peux pas utiliser une application qui a une interface vraiment pas bien et déjà, tu ne te sens pas en fait en utilisant, tu ne vois pas vraiment la beauté de l'application et tout. Donc, en termes de design, il faut vraiment que les applications répondent aux exigences actuelles. Mais là, c'est un problème qui est vraiment négligeable si les conditions de connexion Internet, de niveau de vie est améliorée au Togo. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Israël, quel est ton point de vue sur, en termes de connectivité, d'accès à la data? Alors, Jean-Pascal a dit l'essentiel du problème. Il a mis un coup de pied dans la fourmilière. C'est effectivement ça, comme il a dit, c'est pas possible pour des développeurs d'applications Togo de s'amuser, je dis s'amuser, de s'amuser à développer une application qui n'est pas un mode hors ligne ou qui ne soit pas possible de télécharger à moindre coût. La plupart des développeurs togolais le savent, c'est quand tu développes une application au Togo, justement, comme il a dit, l'une des préoccupations, ce n'est même pas les fonctionnalités, c'est d'abord s'assurer que le poids du package final va être moindre que le gars qui va aller le télécharger sur le Play Store, qu'il puisse se dire, bon, OK, quand je fais un forfait 20 mégas, je peux quand même télécharger ton application et va encore me rester des mégas. Quand ton application pèse 23 mégas, 25 mégas, il vient et dit, moi, j'ai fait un forfait 20 mégas ou bien 50 mégas et je vais venir dépenser la moitié, voire la totalité de ce forfait-là pour télécharger ton application. C'est déjà un frein. Donc, avant même d'entrer dans la course, on est disqualifié. On a tendance à être disqualifié parce que justement, nos contemporains, nos concitoyens ont une difficulté d'accès à Internet. Donc, ça, c'est un véritable problème. Ailleurs, les gens n'ont pas ce problème-là. Donc, déjà, c'est facile. Moi, aujourd'hui, je m'amuse à télécharger parfois des applications juste pour voir de quoi elles ont l'air. Ici, là où je vis, ici, je peux télécharger une application
Comme ça, juste parce que j'en ai entendu parler, je vais les garder sur le store. Ça pèse 70 mégas. Je la télécharge quand même, juste pour voir. Et peut-être pour la supprimer 5 minutes plus tard. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre au Togo, à moins d'avoir un Wi-Fi chez soi ou d'avoir un certain pouvoir d'achat qui nous permet d'avoir des forfaits 5 gigas, 10 gigas par mois. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Donc déjà, c'est l'une des grandes difficultés. Grande difficulté, peut-être c'est un grand mot, mais c'est quand même l'une des difficultés quand même non négligeable avec laquelle les développeurs togolais doivent composer. Donc oui, c'est un problème. C'est un problème. D'accord. Et Eric, un mot à ce propos, la connectivité. Un mot à ce propos, la connectivité. Oui, alors je ne sais pas si vous me recevez. 5 sur 5. 5 sur 5. Cool. Donc, comme Israël aussi vient de le dire, la connectivité, c'est quand même un réel problème. Un réel problème. L'accès est toujours cher. L'accès à Internet est toujours cher. Donc, les gens, avant de faire quelque chose, ils doivent réfléchir à 2 fois. Mais je ne pense pas trop que ça soit un blocage parce que dans toute population, il y a des cibles. Il y a des cibles. Si votre application veut cibler certaines personnes, l'utilité de votre application va permettre que certains vont le télécharger. Donc, si on prend le cas de NAM Crédit, par exemple, l'application est en vrai destinée à ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont c'est vrai qu'il y a les Togolais qui l'utilisent. Les Togolais qui l'utilisent, mais le frein, est-ce que ça a été un frein en NAM Crédit? Principalement, je ne suis pas sûr. Mais ça n'enlève pas le fait que la connectivité toujours au Togo est toujours chère. Parce que je pense que j'ai acheté. D'accord. Je vois D'accord. une personne je vois qui pourrait nous aider sur ce sujet. Amen. J'ai envie d'ajouter quelque chose si j'ai une minute. Vas-y, Jean-Paul. Oui. Ouais, en fait, j'ai vu un commentaire dans le chat que j'ai oublié en fait d'en parler qui est réellement important en fait. Il y a un réel problème de communication qui est dans notre pays. En fait, si vous voyez en fait le Togo, c'est que c'est 2 parties. Il y a Lomé et puis ailleurs. Donc, les gens, quand tu quittes le pays, les gens sont désinformés. Ils n'ont pas l'information, ils ne sont pas informés sur les produits qui existent, ils ne savent pas comment les choses marchent et tout. Alors qu'en réalité, dans ce monde, celui qui détient le pouvoir, celui qui détient l'information détient le pouvoir absolu. Donc, s'il y a ce manque de communication qui est là, déjà, c'est un réel problème qui va permettre aux gens d'être informés déjà et de savoir que telle chose existe et maintenant d'aller à l'endroit de la chose. Donc, voilà, c'est un truc que j'aimerais en rajouter qui est vraiment très, très important. D'accord. Amen, tu es en ligne? Sinon, on passe. Alors Oui, s'il te plaît. Ok. Tu as un apport pour nous? Voilà. Oui. Tout à fait. Je voulais répondre un peu sur la question de Noël concernant un peu la connectivité au Togo, qui serait un frein pour la consommation des applications. Moi, je pense que il y a quelques années de cela, cela pourrait être vrai, mais aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est plus tout à fait un problème. Il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans de là, on aurait pu dire cela. Mais aujourd'hui, je pense que avec la multiplication des offres Internet que les opérateurs proposent, avec l'habitude que les utilisateurs ont pris au Togo aujourd'hui d'être connectés. Aujourd'hui, tout le monde est connecté sur son WhatsApp, tout le monde est connecté sur son téléphone. Et je ne pense pas que le problème de connectivité soit réellement un problème. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense que les éditeurs de services et les développeurs, ils devront de plus en plus s'intéresser à ce nouveau type de partenariat ou bien de modèle qui consiste à se rapprocher des opérateurs télécoms, essayer de faire en sorte que quand les utilisateurs peuvent utiliser leur application, que cela ne consomme pas les médias. C'est de plus en plus vers ce modèle que les gens sont en train de tendre parce que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, vous voulez consommer mon application, eh bien, si vous êtes chez tel ou tel opérateur, vous pouvez donc le faire sans même avoir de médias. Je pense que ce modèle est beaucoup plus prospectif pour la
j'invite particulièrement les éditeurs de services et les développeurs à plutôt regarder vers ce côté-là, quoi. Si vraiment la cible, c'est la population du Togo. Merci. Merci beaucoup, Amen, pour cet apport lumineux. Une question de nos participants, d'un de nos participants. Qu'en est-il de la protection des applications au Togo, qui est parmi nos speakers qui voudrait un sujet important, hein, la sécurité des applications dans une ère de protection de données personnelles? J'aimerais bien débuter. S'il te plaît, oui. En fait, en ce qui concerne la sécurité, moi, ce que je conseillerais essentiellement, c'est d'aller vers les solutions cloud. Pourquoi je l'ai dit? On n'a pas les compétences pour pouvoir mettre en place les normes de sécurité qu'il faut, enfin, toutes les normes de sécurité qu'il faut dans nos produits qu'on développe. C'est pour ça, justement, les services cloud, ils offrent des fonctionnalités, en fait, qu'on intègre dans nos applications et qui permet du moins d'avoir le minimum de sécurité. Maintenant, par après, il y a d'autres aspects, par exemple, les aspects légaux et tout. Donc, il faut surtout, ça dépend du contenu qu'on est en train de proposer aussi. Si c'est des contenus qui sont vraiment qui demandent en fait des autorisations, il faut avoir ces autorisations. Maintenant, quand c'est d'ordre applicatif, je pense que les solutions cloud sont vraiment un sauveur pour les développeurs. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre parmi nos speakers sur la sécurité? Sinon, je passe à une autre question. Et sinon, je passe à une autre question. Que manque-t-il à l'écosystème tech togolais pour la réussite des projets? Que manque-t-il à l'écosystème des projets? Alors, cette question-là, j'ai bien envie de m'y attaquer. L'écosystème tech togolais, qu'est-ce qui lui manque? La question serait plutôt qu'est-ce qui ne lui manque pas? Je pense que ce qui manque déjà en priorité, je pense en premier lieu à l'écosystème tech togolais, c'est déjà cette façon-là, c'est déjà cette capacité à se mettre ensemble, cette capacité à travailler ensemble, à pouvoir partager les compétences. D'ailleurs, si au sein de mon équipe, on a un excellent développeur et que au sein de l'équipe de telle application, il leur manque un développeur qui soit bon sur cette problématique-là, qu'on puisse échanger les développeurs. Pas forcément, parce qu'on n'est peut-être pas sur la même thématique, on n'est pas concurrents, on est tous des développeurs d'applications, on propose des solutions. Si on n'est pas en concurrence frontale, je pense que ça peut être intéressant justement de pouvoir partager des ressources. Si telle application travaille, tel studio de communication, telle agence de communication, et que l'autre a envie, l'autre a un problème sur la communication, qu'on puisse partager les ressources. Donc, je pense qu'effectivement, le partage de ressources est un élément qui manque cruellement à notre écosystème. On a plus tendance à se voir comme des concurrents. C'est un peu une course à la notoriété et c'est le premier qui va arriver qui gagne. En tout cas, c'était un peu le cas, moi, je pense, quand on a commencé. Aujourd'hui, je ne sais pas franchement comment ça se passe, mais ça a été le cas quand on a commencé. Je pense que c'est un frein. Ensuite, un autre élément, ce serait justement, comme pas mal de gens l'ont mentionné ce soir, qu'on puisse avoir, je n'ai pas envie de dire un accompagnement, je préfère le terme, qu'on mette en place des mesures adéquates pour permettre aux startups de prospérer dans notre écosystème. Je pense que de plus en plus, ça se fait, ça a commencé à se faire. Il y a le Nunia Lab dont j'ai entendu parler récemment. Donc, je pense que le gouvernement a commencé par prendre la mesure de la chose, à essayer de faciliter un peu le truc là. La prolifération, en tout cas le développement de ces jeunes pousses-là, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Il y a énormément de travail à faire pour que ça puisse évoluer. Donc ça, c'est les éléments qui me viennent en tête. Je pense que les autres auront aussi des aspects à mettre en avant. Merci beaucoup, Israël. Personnellement, je pense que tu as fait une réflexion et je pense que tu as dû méditer sur le sujet auparavant. Tu penses que comment est-ce qu'on peut
pousser les développeurs togolais à travailler ensemble, selon toi? Bah déjà, en organisant il y a cet événement que moi j'appréciais énormément. D'ailleurs, Amen, je fais coucou à Amen qui nous a rejoint à un moment donné, qui a donné un point de vue très intéressant, avec qui moi je discutais beaucoup. Il y a le GDG, par exemple, le Google Developer Group, dont les ténors étaient Amen Amouzo, justement, qui permettait justement ces rencontres-là entre développeurs. Donc, c'était le lieu privilégié où des développeurs pouvaient se rencontrer, échanger sur des technologies, un certain nombre de choses. Et je pense qu'on devrait, si on pouvait avoir de plus en plus de ce genre d'événements, avoir des cafés numériques, des rencontres où, ne serait-ce même avoir une plateforme où on arrive à échanger tous ensemble, où des gens pourraient soulever des problématiques. Ah, on travaille sur tel sujet, on a tel problème. Est-ce que quelqu'un pourrait nous filer un coup de main? Voilà, ce partage-là, ce serait intéressant. Moi, j'expérimente ça énormément depuis que je voyage. Et s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que les gens partagent facilement la connaissance ailleurs. Chez nous, on a tendance à la garder pour soi, ne pas vouloir. C'est dommage. Ça s'améliore, mais je pense qu'on a encore un problème avec le fait de partager sa connaissance gratuitement, de pouvoir permettre aux gens de profiter de ce qu'on sait. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait travailler. Merci beaucoup, Israël, partager sa connaissance gratuitement. Eric, est-ce que tu penses que tu crois dans le partage gratuit de code source? Ah, la question, c'est une question piège. La question, c'est... Bon, c'est pas l'intention. Je suis pour le fait de travailler avec... C'est pas l'intention. Non, c'est pas dans ce sens. En tout cas, je suis pour le fait de travailler avec les autres. Si les gens me posent la question en ce qui me concerne, on peut travailler ensemble pour faire monter quelque chose. Mais pour être véridique, ici, il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Une idée, c'est pas un projet. Un projet, il faut bien le ficeler. Il faut bien ficeler le projet A à Z. Ce n'est pas parce que tu as une idée de transformer du rouge en blanc. Et parce que j'en parle parce que nous, en tant que développeurs, il y a les porteurs de projets qui viennent de gauche à droite. Et après, tout le travail te revient de faire A à Z. C'est-à-dire c'est à toi de réaliser son rêve. Donc, ce qui fait que des fois, on est réticent de travailler avec certaines personnes si le truc n'est pas bien ficelé de A à Z, quoi. Sur ce point, c'est ce que... Sinon, moi, beaucoup me connaissent, moi, je travaille avec les gens. Voilà. Je n'ai pas à être réticent par rapport à une technologie. Je ne l'ai pas inventée. Très bien, merci beaucoup, Eric. Jean-Pascal, est-ce que tu penses que mettre en ligne des outils de versioning ou un peu comme GitHub, hein, mais en local, où les gens collaborent techniquement, pas sur des idées de projet, mais où les gens pondent du code source. Est-ce que tu penses que ça pourrait aider les développeurs togolais à mieux apprendre à se connaître et à collaborer? En fait, je pense que le problème de collaboration, en fait, comme les autres l'ont dit, il faut d'abord un changement de mentalité. Il faut qu'on sache que ce n'est pas en étant dans son coin ou en faisant la guerre à d'autres qu'on va arriver à produire un truc intéressant. C'est beaucoup plus en s'alignant ou bien en s'approchant des autres personnes qui développent des produits dans le même sens qu'on a en fait des idées. Je ne pense pas que les gens sont réticents. Hein. Comme quand il a dit, par exemple, lui, il est ouvert. Je pense que la plupart des devs sont... C'est quelque chose qui est en nous. On est souvent ouvert à travailler sur des produits et tout. Maintenant, mettre en place des outils Git, je ne sais pas si ça ne peut pas vraiment aider parce que... Ma question, elle est purement technique. Hein. L'idée, c'est, je suis prêt à collaborer avec toi, mais est-ce que je suis prêt à partager mon code sur un projet? Est-ce qu'il faut un contrat pour ça? Est-ce qu'il faut un revenu share, un partage de revenus pour que je partage mon code avec toi? Ça peut être privé ou public, hein? Ça peut être entre un groupe privé ou public. Ouais, en fait, il faut savoir que tant que le code il est partagé, c'est qu'il n'est plus seulement à toi. Hein. Même si tu mets
des règles et tout, tu fais. Il y a la section auteur, hein. Tu vas pas prendre En être fait, ce que je auteur. veux dire, c'est que le code source en soi, tu peux te baser sur ça pour faire autre chose. Donc, en réalité, tu peux utiliser le code source pour faire autre chose. Donc, en fait, ça ne peut pas aider réellement ça aide à collaborer sur des projets, à pouvoir travailler ensemble sur des projets, mais ça va pas changer les mentalités des gens à pouvoir collaborer avec les autres devs, etc. en fait. D'accord. J'essaie toujours de me faire l'idée un peu. J'essaie toujours de me faire l'idée un peu. Camille, je peux ajouter quelque chose, s'il te plaît? Vas-y. Vas-y. Oui, bon, je pense que la question va dans le sens où les gens pensent que c'est un collaborant développeur que ça a fait évoluer l'écosystème. Franchement, oui, c'est quand 50 ans. Les projets, il faut avoir de vrais projets. Un projet, c'est pas seulement un développeur. Un développeur fait partie, il met ça, on va parler même peut-être des applications mobiles. Un développeur lui met en place seulement une application. Mais derrière, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je dis souvent, une application, c'est une entreprise. Et il faut tout pour que ça réussisse. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui veut partager son code source ou pas. Parce que tu peux avoir le meilleur code source, mais ne pas forcément être le meilleur sur le marché. Il y a la communication, il y a la publicité, il y a tout. On ne va pas forcément accuser les développeurs, seuls les développeurs pour être, le fait de ne pas travailler ensemble peut être un frein. Et il y a certains, comme on le dit, certains qui sont calés que tout ce qu'ils savent, c'est la meilleure. Et ça, on va parler peut-être des personnes qui sont un peu plus haut placées dans certaines sociétés qui ne veulent pas de changement. Pour eux, ils fournissent la meilleure solution. Ils ne veulent pas forcément de nouvelles choses. Ou bien des jeunes de les éduquer sur telle chose qui pensent avoir le monopole de la connaissance. Donc, c'est un projet, Oui. c'est tout le monde, c'est pas forcément Oui. Oui. Dans le parcours d'une application. Dans le parcours d'une application. Est-ce qu'on peut dire que dans un premier temps, je prends une source, je prends un code et quelqu'un d'autre complète afin, comme on voit hein, dans le monde du open source, on voit qu'il y a plein d'autres projets, où il y a un initiateur et puis il y a des contributeurs qui finalement aboutit à un projet final d'ampleur et on a, comment dire, on a ensuite un engouement parce que l'idée grandit avec les contributions. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un moyen, il y a une voie pour qu'on puisse partir sur ce modèle-là ou bien tu penses qu'il n'y a pas assez d'honnêteté, pas seulement les développeurs, hein, aussi bien des opérateurs cloud, des UX designers et tout ça, Eric? Sur la confidentialité des données. Pas Oui, la précisément, confidentialité. Mais c'est surtout le partage, accepter ce back and forth, c'est accepter ces allers-retours entre contributeurs, accepter que dans un premier temps, je suis l'initiateur du projet, mais à l'état actuel, je ne peux pas monétiser l'idée et j'ai besoin que quelqu'un qui est spécialiste en sécurisation de code puisse apporter sa plus-value et construire quelque chose qui est commun et ensuite, bien sûr, trouver un modèle. Mais est-ce que le modèle économique doit être pensé avant de pondre le code source ou bien on peut le penser après ou bien en cours, selon toi, pour toujours dans un esprit de collaboration? Oui, je pense, personnellement, je pense que tout doit être défini dès le début. Le code source, la partie technique doit venir vers la fin quand tout est bien ficelé. Quand tout est bien ficelé, il faut une équipe derrière, le designer, etc., qui doit bien fixer l'idée du projet
avant de le soumettre à un développeur. Ben, personnellement, c'est ce que je pense. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais soit j'ai mal compris la question. Si, tu as parfaitement répondu. Une Si, dernière si, si, question. si, Hein. si, tu as parfaitement répondu. Une dernière question. Hein. Quel est le coût moyen pour le développement d'une application? Ensuite, je laisse la parole à Noël. Vous voulez que je vous donne le coût moyen? Ça dépend du secteur. Hein. Ça dépend du secteur. Pour moi, ça dépend des fonctionnalités. Si cette fonctionnalité est rare, trouver des personnes rares à l'implémenter sur le marché. Franchement, je ne vais pas vous donner un prix. Hein. Je ne vais pas vous donner un prix. Israël et Parce que ça dépend du Jean-Pascal, secteur. qu'est-ce que vous en pensez? Israël et Jean-Pascal, qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement. Tu peux poser la question, s'il te plaît? Oui, quelle est une question d'un de nos participants ou participantes? Quel est le coût moyen de développement? C'est une idée globale, hein, qu'est-ce que ça peut coûter en moyenne? Hein, c'est une estimation. Non, franchement, je pense que donner une évaluation comme ça, ce serait mentir parce que ça dépend d'un tas. Il y a beaucoup trop de variables, beaucoup trop d'éléments qui entrent en jeu pour qu'on puisse définir le coût moyen d'une application. Il n'y a pas de coût moyen d'une application. Ça dépend de la technologie qui va être utilisée, de est-ce que ça va être une application en ligne, est-ce que ça va utiliser des serveurs, est-ce que ça va passer par le cloud. Voilà, il y a beaucoup trop d'éléments pour qu'on puisse même se permettre de dire que c'est à partir de telle somme. C'est beaucoup trop complexe. En tout cas, c'est mon avis sur la question. D'accord, ton avis sur la question. Jean-Pascal, est-ce que tu penses quel est le coût de la motivation d'un développeur? Est-ce qu'avec 1 million, avec 100 000, 200 000, un développeur peut s'asseoir et commencer à travailler sur un projet? Alors, je pense que les autres, ils ont répondu, mais je peux quand même réitérer. La réponse, elle est toute simple. Il n'y a pas de prix de base ou bien le prix minimum ou une tranche de prix. Non, il n'y en a pas du tout. Je pense que tous les développeurs, vous pouvez poser la question à n'importe quel développeur, il vous dira la même chose. Mais en fait, les prix varient en fonction des fonctionnalités. Par exemple, vous dites que de développer une application où les utilisateurs vont se connecter via les services de réseaux sociaux, par exemple, se connecter rapidement avec Facebook ou bien Google ou Twitter. Et ça, c'est une fonctionnalité c'est ce que moi j'ai envie de mettre dans mon application. Je peux le facturer en fonction de mes compétences, en fonction de comment je compte le faire. Mais par exemple, tu dis, je veux une application où ils vont se connecter avec les réseaux sociaux, mais ils doivent pouvoir faire le chat. Quelqu'un d'autre vient, il doit pouvoir faire le chat, mais il doit pouvoir faire des vidéos aussi. Quelqu'un d'autre vient, on doit pouvoir créer des groupes, on doit pouvoir envoyer des fichiers, on doit pouvoir… En fait, il y a plein de critères à prendre en compte. On doit pouvoir mettre en place des normes de sécurité. On doit pouvoir prendre en compte la taille de l'application, etc., etc. Il y a plein de choses à prendre en compte avant de fixer un prix. Et il n'y a pas un prix fixe ou tranche. D'accord, merci beaucoup Jean-Pascal. Et Fille, pour clôturer la séance de questions, selon toi, qu'est-ce qui manque à l'écosystème togolais pour la réussite des projets d'application? Alors, merci. C'est vraiment pertinent comme question. Je ne sais pas si vous me regardez. Selon moi, c'est tout un remue-ménage de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous avons la force déjà du nombre. Il faudrait que nous apprenions à travailler, à aller dans les mêmes rangs et pas en rangs dispersés. Apprendre à se faire confiance. Autant de ceux qui peuvent partager en open source ou autant de ceux qui veulent recevoir. Apprendre à se faire confiance, travailler ensemble. Ensuite, il y a le côté où je me rappelle quand Jean-Pascal, parce que ça m'a vraiment marqué par rapport au coût. Est-ce que le public est prêt à accepter les coûts? Est-ce que nous sommes prêts maintenant à supporter les charges? Rentre le côté de l'entrepreneuriat, le côté de la connexion. Non. Par rapport au côté de la connexion, c'est vraiment persuadé que
l'application sortie, il y a eu une vraie communication autour avant de parler d'un échec. Parce que souvent, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant qu'une application est sortie, une application a eu tel problème. Et puis aujourd'hui, maintenant, on peut avoir les premiers retours, etc., pour savoir exactement comment est-ce que les utilisateurs ont trouvé l'application pour pouvoir mieux remonter. Mais quoique, moi, je parle vraiment avec un avis d'utilisateur. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse avoir aussi l'avis d'un développeur pour que ce soit beaucoup plus exhaustif. Merci. Merci beaucoup, Efi, Ouais, pour cet ouais, apport. ouais. Ainsi, nous allons clôturer. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que les participants ont également beaucoup appris de ces échanges. On va garder le contact. Je vais laisser la parole à Noël pour clôturer la séance. Merci à vous. Merci à tous nos speakers et aux intervenants. Amen. Coucou à toi et le grand frère Abdel également. Allez, Noël. D'accord, Merci merci. beaucoup, merci Komi, merci à tous. Mais bien, avant de clôturer, j'aurais voulu juste faire un petit apport aussi par rapport à l'aspect communication et à l'aspect collaboration. Parce que le constat que personnellement j'ai fait, pas seulement au Togo, mais un peu partout, c'est que les développeurs se retrouvent entre eux, ils développent leur application et ils veulent promouvoir cela et sans associer en amont des spécialistes en communication. Je crois que c'est un aspect très important. Il faut penser à associer des spécialistes en stratégie, des spécialistes en communication au projet pour déjà affiner. Pendant que vous développez l'application, ils travaillent aussi sur la communication pour que dès que l'application est prête, cette communication-là puisse être déployée afin d'atteindre le maximum. Je ne vois pas encore, je ne sais pas s'il y en a ici, disons, dans le cadre de cette rencontre, qui ont déjà associé dès le départ un communicateur ou un spécialiste en communication ou une agence spécialisée en communication à leur projet. Donc, je crois que c'est un élément sur lequel on doit pouvoir travailler aussi, se mettre ensemble, oui, mais penser communication en amont, je crois ça pourra aider nos applications à aller de l'avant. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous, en tant qu'organisateurs de cet événement, de vous avoir avec nous ce soir, d'avoir écouté tous ces panélistes et ces intervenants-là. Je crois qu'on va se retrouver très bientôt. En tout cas, merci à tout le groupe qui était derrière, disons, cet événement. Ils sont très nombreux, je ne vais pas les citer, mais en tout cas, coucou spécial à Parfait qui gérait aussi l'aspect technique. Et voilà, merci et on se dit à très bientôt. Soyez à l'écoute, soyez connectés sur donc la page Facebook du IRBAR Camp. On sera de retour très bientôt pour un autre thème. Merci et au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Merci à vous aussi. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci.